C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement dans les quartiers nord, mais là, vraiment, parfois, même dans le centre, le Vieux-Port de Marseille, ça s'est déjà produit. Voilà, il y a quand même, pas une banalisation, mais enfin une extension du périmètre habituel. Oui, on voit bien que le trafic de drogue et même la criminalité grande échelle ne touche pas uniquement les quartiers dits sensibles. Ça touche pas. Avant, il y avait quelques points, c'est-à-dire que vous preniez Lille, autour de Lille, Roubaix, etc. À Paris, c'était le 93, la Seine-Saint-Denis. Et à Lyon, c'était Villeurbanne. Et Marseille, c'était les quartiers nord. Maintenant, on voit bien que le phénomène s'étend un peu partout. Touche les villes moyennes, touche les petites villes. Et même dans les métropoles, les quartiers dits protégés ou pas sont de plus en plus touchés par les règlements de compte, les fusillades, etc. Il y a deux phénomènes qui se jouent. Le premier, c'est qu'on est dans un phénomène d'ultra-violence et de barbarisation. C'est-à-dire que des gens, au lieu de régler uniquement leurs différends par des coups de poing ou par des insultes verbales ou par des armes blanches, maintenant utilisent des armes à feu parce qu'on a une barbarisation, une radicalisation de la violence. L'autre phénomène, c'est que comme ces personnes n'ont pas de conséquences sur les actes, c'est-à-dire qu'ils sont très souvent attrapés et rarement condamnés, et ben ils se permettent de plus en plus de choses. C'est-à-dire que petit à petit, ils vont, dans leur contrôle de territoire, aller au-delà de leur périmètre habituel. Ils ne vont pas rester dans les quartiers nord, ils vont aller au-delà pour faire leurs affaires et pour régler leurs comptes. Et pourtant, c'est quand même incroyable, non, qu'on en soit arrivé à ça. Enfin, on a perfectionné l'art de l'arnaque, là, quand même, pour le coup. Ah oui, c'est très fort. Faudrait se pencher plus précisément pour savoir quel est le profil, quelles sont ses motivations. Mais vraisemblablement, la question que vous posiez, c'était comment ça se fait qu'on arrive à cette situation. La première explication, c'est que en droit français, normalement, on a tellement de règles, tellement de normes que normalement, on se dirait que les propriétaires devraient être protégés, les locataires devraient être protégés. Malheureusement, l'état de droit est quand même dévoyé. On voit souvent quand même les arnaqueurs qui peuvent se faufiler entre les mailles du filet. On voit les squatteurs aussi qui ont certains droits, quand même parfois davantage que les locataires et les propriétaires, malheureusement. Et on voit bien que l'état de droit, à plusieurs égards, est dévoyé. Donc se pose la question sur pourquoi est-ce qu'on a autant de normes, autant de règles, autant de circulaires, autant de décrets, autant de lois, si elles ne sont pas efficaces pour protéger les Français et les honnêtes gens. L'autre point aussi que je vois, c'est que malheureusement, vous avez de plus en plus de personnes qui se disent on va effectuer une arnaque, et puis de toute façon, comme la justice est lente, comme la police va mettre du temps à intervenir, le temps que on intervienne, vraisemblablement, il se passera plusieurs années. Peut-être qu'entre-temps, les vrais propriétaires vont abandonner à cause d'une certaine lassitude, à cause des lourdeurs de procédure, et donc du coup, on va pouvoir bénéficier. Donc moi, je pose quand même une question, est-ce que les règles actuelles ne bénéficient pas davantage aux criminels, aux délinquants qu'aux honnêtes gens? Est-ce que l'État n'est pas faible contre les forts et malheureusement fort contre les faibles, les petits gens? Parce qu'il ne faut pas se mentir, quelqu'un qui va mal garer sa voiture, qui va dépasser de sa roue... il va la prendre l'amende. Lui, il va la prendre l'amende. Et par contre, les gens qui sont des experts, des criminels en bande organisée, ceux-là, ils vont mettre beaucoup de temps à être condamnés, ils vont mettre beaucoup de temps à être condamnés, et malheureusement, parfois, les victimes se posent, est-ce que les peines sont proportionnées aux dégâts qu'ils ont commis? Parce que là, elle a essayé d'arnaquer tout un ensemble de propriétaires et de locataires qui sont fait flouer, qui ont dû trouver un nouveau logement, elle a un peu pourri leur vie, et malheureusement, je ne sais pas que ça va prendre réellement comme peine et comme sanction financière. Cette plainte sera traitée quand même plus rapidement et que la justice va aller mettre son nez dans cette affaire. On l'espère, en tout cas c'est à souhaiter. C'est ce qu'on peut espérer. Moi je vois deux remarques quand même. C'est que les gens qui commettent des actes délictuels ou voire des crimes, en plus de commettre des actes délictuels, des crimes, ils sont quand même violents. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en situation qui est quand même irrégulière, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en état d'être propriétaire, en plus, normalement, à minima, vous avez un minimum de respect, vous faites preuve d'un certain preuve de respect et de civisme. Alors là, déjà, en plus, ce sont des délinquants, voire des criminels, vu qu'on peut parler de criminalité organisée, en plus se permettre d'être violents, d'agresser une pauvre femme. Normalement, il y a quand même des règles. Bon, là, il y avait des règles qu'on apprenait, je crois, dans les souvenirs, c'est que racontait dans les films, on ne frappe pas les femmes et les enfants. Bon, là, ils sont sans foi ni loi. L'autre point, quand même, qui est quand même malheureux, c'est que cette dame, pour essayer de faire valoir son droit, met quand même sa propre santé en danger. C'est-à-dire que normalement, ce sont au pouvoir public d'intervenir. C'est-à-dire que la base, je me rappelle des cours qu'on apprenait en terminale, en philo et en sciences politiques en traditionnel, la base de passer d'un état de nature à un état organisé, selon le contrat social, c'est de pouvoir déléguer notre souveraineté et de ne pas nous défendre directement à un État. Or, comment on fait ? Comment les citoyens ne peuvent pas se révolter avec un consentement à l'impôt qui est record, des taxations qui sont records, si l'État n'est pas capable d'assurer la sécurité et la justice dans notre pays? C'est quand même pas à cette dame de faire valoir son propre droit pour récupérer son logement. C'est à l'État d'aller le récupérer, à la police de déloger ses trafiquants et ses délinquants, et ensuite, après, à la justice de les envoyer au trou pendant un certain temps à l'ombre. Ça leur fera du bien, ils ne prendront pas de coup de soleil. Oui, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit. Le sujet essentiel, au-delà des politiques qui ont été menées, c'est qu'on ne décline pas une vision pour la société. Ça veut dire qu'il y a deux leviers dans une vision. C'est-à-dire qu'il y a le message que vous voulez, quelle société vous voulez bâtir, et sa retranscription en termes de politique publique. La vision dominante quand même,
pour ceux qui sont dans ma génération, c'est qu'il faut décroître la population, décroissance économique pour décroître notre consommation pour la question écologique et décroître en termes de population parce que comme ça, il y a moins de personnes pour émettre des émissions de gaz à effet de serre, de carbone, etc. Donc quand même, il y a quand même une volonté politique de certaines élites occidentales à déconstruire la famille, à déconstruire notre nombre de populations, parce qu'on a abandonné les impératifs que sont les impératifs de démographique. La démographie sert dans un objectif de puissance. Or, nous avons abandonné la puissance actuellement. En tout cas, l'Europe a abandonné la volonté de puissance, et la démographie est un outil de puissance par excellence. On a abandonné le travail, et la démographie sert à alimenter une société en termes économiques et en termes de travail. Et donc, la question qui est posée, et c'est le sujet que vous avez abordé, c'est qu'en fait, des politiques, notamment écolo-socialistes, ont déconstruit notre politique familiale, et François Hollande a massacré notre politique familiale en mettant un terme à l'universalité. Et si par cas vous accumulez un discours ambiant qui est anti-famille, anti-enfant, plus une politique familiale qui n'est pas attractive, et ben vous avez de moins en moins de raisons à pouvoir vous tourner vers la construction d'une famille, dans la mesure où c'est pas valorisé. On a dévalorisé le rôle de mère au foyer, on a dévalorisé certains métiers qui étaient essentiels. Au final, en instillant une certaine liberté, on a instillé un certain modèle à suivre qui est quand même désincitatif au niveau de la natalité. Alors faut-il que ce soit communiqué aux gens, parce que c'est aussi pour ça que ça prolifère, c'est que comme on ne sait pas comment venir à bout et qu'on pense que c'est onéreux, on ne fait pas forcément appel à son assureur. Il y a peut-être un manque de communication autour de la question. Oui, mais après, c'est toujours le cas avec les assurances. C'est toujours un peu compliqué de savoir quels sont les papiers qu'on doit rendre, quels sont les papiers qu'on doit remettre et quelles sont les procédures qu'on doit appliquer. Il y a deux questions qui se posent sur les punaises de lit. Il y a la question des Français qui sont à leur domicile. Et la question que vous posez, c'est comment faire en sorte d'appeler le bon prestataire et ensuite après de se faire rembourser adéquatement. Surtout que c'est pas simple. Il y a beaucoup de choses parce que quand vous faites éradiquer des punaises de lit, vous pouvez pas vivre chez vous. Enfin, vous devez laisser une partie de vos affaires. Oui, ça c'est contraignant. C'est assez contraignant. Le deuxième point qui est plus récent, c'est que les punaises de lit apparaissent dans les lieux publics, dans les cinémas, dans les transports publics et dans les lieux publics. Et alors là, qui est responsable ? Est-ce que c'est la région qui doit le faire ? Est-ce que c'est les collectivités locales ? Ou est-ce que c'est l'État ? Moi, je pense que de toute façon, il faut aller le plus vite possible pour ne pas avoir des contraintes à long terme. Et trop souvent, on a tergiversé. Et je vais prendre un parallèle c'est comme sur la colline du Crac à chaque fois. À chaque fois, on se repasse la balle entre les différentes collectivités et on met 3, 4, 5, 6 ans à régler. Je pense qu'il y a un acteur qui doit se bouger, notamment l'État. Et ensuite, après, on intervient le problème et après, on voit quelle soit la répartition des coûts entre les collectivités territoriales, la municipalité de Paris, la région Île-de-France et l'État. Chacun allait vérifier ce qui se passe chez soi. Hein. Là, il est urgent d'agir quand même. Oui, après, moi, de ce qu'on me racontait, les retours d'expérience que j'ai vus, souvent, si vous les avez chez vous, vous le sentez et vous le savez très bien. Donc, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de vérifier partout. Non, le point, c'est... de toute façon, comme ça devient un phénomène qui est public et endémique et systémique, et ça touche beaucoup de personnes, c'est qui doit prendre et qui doit assurer le coût de ces punaises de lit. Parce que tous les Français vont être victimes. Souvent, quand les personnes racontent leur phénomène, vous avez 3, 4, 5, 6 mois auxquels vous ne pouvez pas habiter chez vous, mettez vos affaires dans un sac. Enfin bref, c'est tout un... J'invite chacun à regarder ce que c'est quand même un phénomène qui est spécifique. Mais ensuite, après, c'est comment faire pour les éradiquer de masse pour qu'elles soient plus sur le territoire. Et pour ceux qui sont endommagés, ceux qui sont victimes de ces punaises de lit, c'est comment elles font pour trouver un logement ou pour trouver un logement de secours ou pour continuer à travailler dans des conditions qui sont à peu près normales. Le premier point, moi je pense que l'éradication de masse, ça appartient à l'État, parce que si vous avez 10% de la population, c'est quand même un phénomène qui est systémique, donc c'est l'État qui doit le prendre en compte, parce que si vous reposez sur la coordination des régions ou des collectivités locales, vous ne pouvez pas attendre 150 ans, ça n'arrivera pas. Et l'autre point, c'est l'aide auprès des particuliers. Donc les assurances doivent faire preuve de facilité pour... si par cas les victimes peuvent faire appel à des assurances. Et l'autre point, est-ce que l'État ne peut pas mettre en place un système assurantiel pour aller plus vite ? Parce qu'on ne peut pas, comme le rappelait Raphaël Steinville, avoir des punaises de lit pendant la Coupe du Monde de rugby, à 1 an des JO. On ne veut pas être la risée de la planète entière parce qu'on est victime de punaises de lit. On n'est pas les seuls. New York, ça fait partie des villes, par exemple, les plus visitées, de toute façon, qui sont confrontées. Mais toutes les grandes métropoles, ils sont victimes dans la mesure où ça repose sur un mouvement de population. Et les mouvements de population sont quand même importants. Et Paris est une des villes les plus attractives en termes de tourisme.